Le 22 mars 1945, alors que l'armée rouge s'installait sur la rive ouest de l'Oder, à peine à 70 km de Berlin, et que les colonnes américaines s'enfonçaient dans les terres allemandes après avoir franchi le pont de Remagen, l'épisode numéro 755 du Deutsche Wochenschau était projeté dans les cinémas encore en activité du Troisième Reich. C'était, même si peu de gens le savaient encore, le dernier journal télévisé que le régime hitlérien parviendrait à diffuser. En quelques semaines, il n'y aurait plus de cinéma. Dans certains de ces bâtiments, il n'y aurait plus de ville non plus. Depuis juin 1940, la Wochenschau, ou journal hebdomadaire allemand, était l'instrument audiovisuel le plus puissant de l'appareil de propagande de Joseph Goebbels. Chaque semaine, jusqu'à 3000 copies du journal étaient reproduites et chaque édition était vue par près de 20 millions de personnes rien qu'en territoire allemand. Les caméramens étaient intégrés aux unités de combat dès les premiers instants de la guerre, ce qui conférait aux images une immédiateté qui les rendait visuellement convaincantes, presque irrésistibles. Les victoires en Pologne, en France, dans les Balkans et en Afrique du Nord avaient rempli ces bobines de grondements de chars, de drapeaux flottant au vent et de soldats marchant comme si toute l'histoire avait le vent en poupe. Mais au printemps 1945, ces images n'existaient plus. Il fallait les fabriquer, ou du moins donner l'apparence d'une victoire à ce qui n'était qu'une agonie organisée. L'épisode 755 dure environ 12 minutes. Ces 12 minutes condensent 7 informations, chacune ayant un objectif précis: apaiser, militariser, glorifier, terroriser. Aucune n'est innocente, aucune n'est fortuite. Ce qui rend ce journal télévisé particulièrement singulier, outre le fait qu'il soit le dernier, c'est qu'il fait cohabiter deux Allemagnes en même temps. L'Allemagne que la propagande voulait voir exister et celle qui brûlait déjà sans que personne ne le dise à voix haute. Pour comprendre ce qu'était ce journal télévisé, il faut d'abord comprendre ce qu'il cachait. Pour comprendre pourquoi ce journal télévisé existait en mars 1945, alors que Berlin subissait déjà des bombardements qui laissaient des centaines de bombes non explosées éparpillées dans ses rues, il faut remonter un peu dans le temps. La Deutsche Wochenschau n'est pas née du jour au lendemain. Elle était le résultat d'un processus de centralisation de l'information que Goebbels a mené avec la minutie d'un chirurgien. Avant 1940, plusieurs actualités cinématographiques produites par différentes sociétés de production coexistaient en Allemagne. À partir du 7 septembre 1940, ce système pluraliste fut supprimé. Toutes les actualités existantes furent fusionnées en une seule, et dès novembre de cette année-là, elle adopta son nom définitif, Deutsche Wochenschau, l'actualité hebdomadaire allemande. Dès lors, il devint un élément obligatoire de chaque programme cinématographique dans tout le Reich. Il n'y avait aucun moyen de voir un film sans avoir d'abord regardé le journal télévisé. Le spectateur entrait pour voir Heinz Rühmann dans une comédie et ressortait avec le bulletin de guerre en tête. Le ministère de la propagande de Goebbels supervisait chaque image. Les caméramens qui filmaient au front étaient techniquement intégrés aux unités militaires, ce qui leur donnait accès à des images qu'aucun journaliste civil n'aurait pu obtenir. Cet accès avait un prix. Rien ne pouvait être filmé sans autorisation. Rien ne pouvait être projeté sans avoir été examiné. Le sang, les corps, la défaite, la peur dans les yeux des soldats, tout cela restait dans la salle de montage, jamais à l'écran. Le résultat était un produit de grande qualité technique. La musique était soigneusement sélectionnée. Les plans étaient dynamiques, avec des angles bas qui donnaient aux soldats une stature plus grande que nature. La voix off avait un ton grave et assuré, le ton de celui qui sait que l'histoire est de son côté. Pendant les premières années de la guerre, le Wochenschau était le spectacle préféré de nombreux Allemands, plus encore que les films eux-mêmes. Les gens allaient au cinéma pour voir les actualités. Mais en 1943, après Stalingrad, quelque chose a changé dans les salles. Les rapports du service de sécurité de la SS, l'organisme qui surveillait l'état d'esprit de la population allemande avec une précision effrayante, ont commencé à enregistrer de nouvelles réactions. Les gens cessaient d'applaudir pendant les actualités. Certains se contentaient de regarder en silence. D'autres, selon un rapport du 4 mars 1943, ne vont plus au cinéma uniquement pour le journal télévisé et refusaient les inconvénients désagréables qu'une sortie au cinéma entraîne souvent, comme faire la queue pour les billets.
L'insistance répétitive du journal télévisé sur la victoire finale commençait à se heurter au scepticisme. Goebbels le savait. Ses journaux intimes, publiés à titre posthume et étudiés par les historiens depuis des décennies, révèlent un propagandiste qui ne s'est jamais fait d'illusions sur l'état réel de la guerre, mais qui ne s'est pas non plus permis d'arrêter la machine. Sa logique était circulaire et fataliste. Si l'on cessait de projeter de l'optimisme, l'effondrement moral serait plus rapide que l'effondrement militaire. Il fallait continuer à produire des actualités même si le pays s'effondrait autour des studios. Il fallait continuer à tourner même si les studios eux-mêmes étaient sous les décombres. En mars 1945, lors de la production de l'épisode 755, les techniciens et les monteurs de la Deutsche Wochenschau travaillaient dans des conditions qui auraient paralysé n'importe quelle organisation normale. Les bombardements étaient incessants. Les services de transport chargés de distribuer les copies au cinéma étaient à bout. De nombreuses salles de projection avaient été détruites. Et pourtant, le journal télévisé est sorti, 3000 copies comme d'habitude. Car arrêter la machine aurait été admettre que tout était fini. Il y a une question à laquelle les historiens tentent depuis des décennies d'apporter une réponse précise. Dans quelle mesure les citoyens allemands ordinaires croyaient-ils ce que leur disait la propagande au cours de ces derniers mois? La réponse, comme c'est souvent le cas avec les questions les plus importantes de l'histoire, est dérangeante par sa complexité. Les rapports du service de sécurité de la SS, une source extraordinaire précisément parce qu'ils étaient destinés à un usage interne du régime et qu'ils n'avaient donc aucune raison de mentir à leurs propres supérieurs, montrent un tableau qui s'est rapidement détérioré entre l'été 1944 et le printemps 1945. Fin mars 1945, le service lui-même rapportait que, jusqu'au dernier jour, les gens conservaient un résidu de croyance au miracle si habilement et délibérément entretenu par la propagande des nouvelles armes, mais que ce résidu devait être compris comme un mécanisme de défense psychologique pour faire face au désespoir qui accable désormais le peuple allemand. Le rapport se termine par une phrase qui a le poids d'une épitaphe. La dernière lueur d'espoir s'éteint. L'étudiante Laure Walb, dont le journal de guerre a été conservé et étudié par la suite, écrivait en ces jours de mars 1945. Dans cette situation, le gouvernement parle encore de victoire. Au plus profond de mon cœur, je ne veux pas non plus croire que notre peuple soit voué à la chute. Mais si l'on y réfléchit, ne serait-ce qu'un instant, l'avenir s'annonce très sombre. Le physicien Victor Klemperer, qui survécut en se cachant de la persécution nazie en tant que juif, observa à cette même époque quelque chose qui lui parut remarquable. Les Allemands ordinaires, parmi lesquels sa condition de juif était soigneusement dissimulée, commençaient à exprimer spontanément, rétrospectivement, de la sympathie pour ces pauvres juifs. La peur de la défaite et le sentiment de culpabilité commençaient à se mêler sous la surface de la propagande. Et pourtant, même dans ce contexte, le Wochenschau continuait d'être diffusé. Même dans ce contexte, certains soldats sur le front de l'Oder pleuraient d'émotion en entendant la voix d'Hitler à la radio. Même dans ce contexte, le régime considérait qu'un journal télévisé de 12 minutes pouvait faire la différence entre un peuple qui résistait et un peuple qui capitulait. La première séquence du journal télévisé numéro 755 commence par quelque chose qui, à tout autre moment de la guerre, aurait été trop déprimant pour être montré. Les conséquences directes du bombardement allié sur Berlin. Mais il y a une différence cruciale. On ne montre pas la destruction, on montre l'homme qui tente d'y remédier. En février 1945, Berlin avait subi une intensité de bombardement sans précédent dans l'histoire de la ville. Le 3 février 1945, lors d'un seul raid, près de 1500 bombardiers américains accompagnés de plus d'1 millier de chasseurs d'escorte ont pris part aux opérations. L'attaque a duré des heures. Les quartiers du centre-ville ont été pulvérisés, les archives administratives ont été détruites. L'appartement d'Hitler à la chancellerie est devenu inutilisable le jour même. Il s'est définitivement installé dans le bunker souterrain. Mais les bombardements ne s'arrêtaient pas lorsque les avions s'en allaient. Des centaines de bombes, les Blindgänger, ou bombes aveugles, tombaient sans exploser, s'enfonçant dans l'asphalte, dans les sous-sols des immeubles, au fond des canaux. Elles pouvaient rester inactives pendant des jours, des semaines et exploser à tout moment.
Une ville qui avait déjà été détruite d'en haut continuait d'être détruite d'en bas, en silence, à des heures imprévisibles, sans avertissement. Un enfant pouvait marcher sur un trottoir propre et être projeté en l'air. Un plombier pouvait creuser une tranchée et ne plus rentrer chez lui. Pour faire face à cette menace invisible, la Luftwaffe avait créé des unités spéciales de désamorçage connues sous le nom de Sprengkommandos. Il s'agissait de petites équipes, d'à peine une douzaine d'hommes, formés spécifiquement pour identifier, déterrer, classer et neutraliser chaque type de bombe alliée. Ce travail exigeait des connaissances techniques, du sang-froid et, en fin de compte, quelque chose qu'on ne peut enseigner dans aucune école, la disposition à mourir au travail. Le protagoniste de cette première séquence du journal télévisé est un officier de 27 ans nommé Egon Akta, né à Berlin le 29 janvier 1918. Son histoire est si extrême que si elle n'était pas documentée avec précision dans les archives militaires allemandes, elle serait difficile à croire. Akta avait commencé sa carrière comme soldat d'artillerie, mais entre 1939 et 1941, il a suivi une formation spécialisée de technicien en explosifs. En 1942, alors qu'il travaillait au désamorçage d'une bombe britannique, l'explosion l'a gravement blessé. Les médecins recommandèrent sa mise à la retraite définitive du service actif. Akta refusa. S'appuyant sur sa formation technique, il réussit à rester officier civil dans la Wehrmacht, une catégorie administrative qui lui permit de retourner sur le terrain en 1943. À partir du 1er avril 1943, Akta a commandé le Sprengkommando 1 du 3e district aérien de Berlin. Pendant près de 2 ans, lui et son équipe d'une dizaine d'hommes ont travaillé pratiquement tous les jours à désamorcer les bombes que la 8e armée de l'air américaine et le commandement des bombardements de la RAF larguaient sur la capitale du Reich. Le chiffre que le journal télévisé du 22 mars présente comme symbole de son mérite est 1016. C'est ce qu'affirme la Wochenschau. Le capitaine Akta avait désamorcé 1016 bombes. Chacune d'entre elles aurait pu tuer des dizaines de personnes. Chacune exigeait de s'approcher de quelque chose qui, à tout moment, pouvait le réduire en poussière et en éclats. Pour ce travail, le 3 février 1945, le jour même du bombardement dévastateur qui détruisit l'appartement d'Hitler, Akta fut décoré par le Führer en personne de la croix de chevalier de la Croix de Fer et promu au grade d'Oberleutnant. Le 12 mars 1945, à peine 10 jours avant que son histoire ne soit diffusée dans le dernier journal télévisé, Hitler lui a décerné les feuilles de chêne de cette croix de chevalier, la 778e décoration de ce type de toute la guerre, et l'a promu à nouveau, cette fois au grade de Hauptmann. Ce que le journal télévisé ne dit pas, car il était impossible de le savoir à l'époque, c'est que le Hauptmann Egon Akta allait mourir le 2 mai 1945 pendant la bataille de Berlin au combat contre les troupes soviétiques. Il n'a survécu que quelques semaines après le journal télévisé qui le célébrait. Pourquoi cet homme, avec cette histoire particulière, ouvre-t-il le dernier journal télévisé du Troisième Reich? La réponse réside dans la logique de la propagande de Goebbels dans sa phase terminale. Les bombardements alliés étaient le sujet qui inquiétait le plus la population civile allemande. Les rapports du service de sécurité de la SS le répétaient sans cesse. L'impact des bombardements sur le moral était dévastateur. Chaque nouvelle incursion laissait des familles sans abri, sans archives, sans eau, parfois sans ville reconnaissable. Les gens ne fuyaient pas vers les villes, ils en fuyaient. Face à l'impossibilité d'arrêter les bombardements, le Reich n'avait plus ni les avions ni le carburant pour disputer le contrôle de l'espace aérien au-dessus de son propre territoire. La propagande devait faire la seule chose qu'elle pouvait faire, leur donner un nouveau sens, transformer la passivité de celui qui est bombardé en l'activité de celui qui désamorce, montrer non pas une ville détruite, mais un homme qui répare ce que l'ennemi détruit. Akta n'apparaît pas dans le journal télévisé en tant que victime. Il apparaît comme un héros technique, comme une sorte de chirurgien du métal et de la mort qui opère dans la ville détruite avec le même calme qu'un médecin opérerait dans un bloc opératoire éclairé. La caméra le montre en train de travailler. Les images transmettent compétence, maîtrise, sérénité. S'il y a un homme comme lui qui travaille à Berlin, la ville n'est pas morte, elle est soignée. C'était, dans le vocabulaire de la propagande, un message de résistance active.
Non pas le chaos de l'effondrement, mais l'ordre du spécialiste. Non pas le désespoir du civil écrasé, mais la détermination du technicien qui sait ce qu'il fait. 12 minutes de film. Premier coup. La deuxième partie du journal télévisé montre quelque chose qui, dans n'importe quelle autre armée du monde, à n'importe quel autre moment de l'histoire, aurait immédiatement éveillé des soupçons quant à l'état réel du conflit. Des civils, y compris des femmes, apprenant à tirer avec une arme anti-char. Le Panzerfaust, littéralement point anti-char, était un lance-grenade à usage unique, jetable, à propulsion à réaction, conçu pour détruire des véhicules blindés au combat à courte distance. Son développement a commencé en 1942, en réponse au choc que représenta pour la Wehrmacht la confrontation avec les chars T-34 soviétiques, qui se sont révélés nettement supérieurs à ce qui était prévu. Les premières versions entrèrent en service en 1943, et en 1945, elles étaient produites en quantité qu'aucune autre arme individuelle de la guerre ne parvint à égaler. On estime qu'à la fin du conflit, plus de 8 millions d'unités avaient été fabriquées. Ce qui rendait le Panzerfaust unique, tant sur le plan militaire que sur le plan de la propagande, c'était son apparente simplicité. Il ne nécessitait pas de formation approfondie. Il ne nécessitait pas d'entretien complexe. Un homme, ou une femme, ou un adolescent qui avait assisté à la démonstration de base pouvait en théorie détruire un char avec cet engin s'il parvenait à s'en approcher suffisamment. Ce « suffisamment » posait problème, car la portée effective des premières versions n'était que d'une trentaine de mètres. 30 mètres du véhicule le plus meurtrier du champ de bataille. Au journal télévisé, la voix off qui accompagne les images de la démonstration le présente avec une légèreté qui fait aujourd'hui froid dans le dos. C'est aussi facile à utiliser que ça en a l'air. On souligne que les femmes peuvent aussi s'en servir. On présente les instructions de base, on montre des civils, des hommes âgés, des femmes d'âge mûr, en train de tirer avec l'arme, le visage empreint de concentration et de détermination. Pour comprendre cette scène dans son contexte réel, il faut se rappeler ce qu'était le Volkssturm en mars 1945. Hitler avait ordonné la création de la « tempête du peuple » le 26 septembre 1944. Le décret stipulait que tous les hommes âgés de 16 à 60 ans qui n'étaient pas encore incorporés dans les forces armées régulières devaient s'enrôler, s'entraîner et se préparer à une résistance finale dans leur propre région. L'organisation ne dépendait pas de l'armée, mais du parti nazi, ce qui signifiait en pratique que les Gauleiter, les dirigeants régionaux du parti, avaient autorité sur elle. Ces hommes n'avaient pas d'uniforme propre. Ils venaient en civil, portaient un sac à dos, une couverture et du matériel de cuisine. Les armes n'arrivaient pas toujours. Les munitions étaient rares. Un jeune homme de tendance social-démocrate qui, des années plus tard, rendrait témoignage de ce qu'il avait observé, décrivit une colonne de 400 hommes du Volkssturm qui arriva dans son village. Fatigués et épuisés, la plupart portaient des uniformes pris à l'armée de l'air ou pillés. Quelques-uns ne portaient que leurs vêtements civils. Je n'ai vu que 5 soldats armés. Les autres n'avaient même pas de baïonnette. Et il ajoutait avec la cruelle lucidité de l'adolescence, la plupart avaient entre 45 et 60 ans. Toute cette foule nous faisait une impression très pitoyable. On aurait presque dit une maison de retraite en excursion. On estime que 175 000 membres du Volkssturm sont morts au combat contre les armées professionnelles soviétiques et occidentales. Il n'est pas difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles ces morts se sont produites. La scène du Panzerfaust au journal télévisé n'était donc pas simplement une publicité pour une arme. C'était l'annonce voilée, bien que sous un jour héroïque, que la stratégie de défense du Reich dépendait désormais de civils sans entraînement s'approchant à moins de 30 mètres d'un char soviétique et espérant que l'arme fonctionnerait. Il y a un autre élément de la scène du Panzerfaust qui mérite d'être analysé. Sa présentation comme faisant partie des Wunderwaffen, les armes miracles du Troisième Reich. Depuis 1943, la propagande de Goebbels avait nourri l'espoir, d'abord sous forme de promesses, puis de désespoir organisé, que le Reich mettrait au point des armes technologiquement si supérieures à celles des Alliés qu'elles pourraient renverser le cours de la guerre. Le 5-1 et le Fait 2 étaient les versions les plus connues de cette promesse. Mais en 1945, les Allemands avaient vu apparaître et disparaître trop de promesses miraculeuses.
L'historienne sociale de cette période documente en détail comment la population avait développé un scepticisme croissant à l'égard de ces annonces. « Les nouvelles armes ne sont pas arrivées », écrivait Lord Walb dans ses notes de mars 1945, et il est fort probable qu'elles n'arriveront jamais. Dans ce contexte, le Panzerfaust avait un avantage singulier sur le reste des prétendues armes miracles. Il existait. Il était là, entre les mains de civils, visible, réel, prêt à tirer. Lorsque la propagande présentait le Panzerfaust comme la réponse aux chars soviétiques, elle ne mentait pas au sens strict du terme. Elle dissimulait simplement le fossé entre ce que l'arme pouvait faire en théorie et ce que le soldat improvisé du Volkssturm pouvait en faire dans la réalité des combats urbains de 1945. Les combats de rue des dernières semaines de la guerre dans des villes comme Berlin, Breslau ou Königsberg ont effectivement donné lieu à des cas d'utilisation efficace du Panzerfaust contre des chars soviétiques. C'est aussi une vérité historique. Mais la plupart des hommes envoyés pour manier ces armes n'étaient pas des combattants aguerris. C'étaient des voisins ayant suivi 15 jours d'entraînement et la certitude, au plus profond d'eux-mêmes, que tout cela était une barbarie. Dans la séquence la plus célèbre de l'épisode 755, et peut-être de toute la Deutsche Wochenschau, Adolf Hitler apparaît dans le jardin de la chancellerie du Reich, à Berlin. Il est debout. Il marche lentement entre une rangée d'adolescents en uniforme. Il s'arrête devant chacun d'eux. Il les observe. Certains reçoivent une tape sur la joue, d'autres sont décorés par lui-même. Ces images ont un poids extraordinaire car elles constituent, selon les archives fédérales allemandes et la collection du musée de l'Holocauste des États-Unis, les derniers enregistrements d'Hitler diffusés publiquement alors que le régime était encore en place. Le journal télévisé a été diffusé le 22 mars 1945. Les images ont été tournées environ une semaine auparavant, à la mi-mars. Hitler mourra le 30 avril. À peine 6 semaines séparent ces images de son suicide. Il y a quelque chose de troublant dans cette séquence, et cela n'a rien à voir avec l'idéologie. Cela a à voir avec le corps. L'Hitler qui apparaît dans le journal télévisé n'est pas le même que celui des images de 1939 ou 1941. Melita Mashman, une fervente nazie qui a vu ces images à l'époque, a laissé par écrit, des années plus tard, un témoignage qui rend compte avec précision de ce que beaucoup ont ressenti. Les journaux télévisés montraient un homme vieilli qui marchait voûté et regardait autour de lui avec anxiété. Sa voix sonnait d'un ton strident de désespoir. Était-il donc voué à l'échec? Son cœur se serrait de peur face à l'horrible vérité, écrivait-elle, même si son esprit conscient refusait de la reconnaître. La main gauche d'Hitler tremblait visiblement. C'était le cas depuis fin 1944, et les médecins du régime attribuaient ce tremblement à diverses causes: le stress, les médicaments, l'explosion du 20 juillet 1944 qui l'avait rendu partiellement sourd d'une oreille, mais ce tremblement était incontrôlable. Dans le jardin de la chancellerie, Hitler prenait soin de ne pas lever cette main. Les monteurs du Wochenschau veillaient à ce que les plans les plus évidents n'apparaissent pas à l'écran. Ce qui est arrivé dans les salles de cinéma allemandes était une version montée, épurée. Mais même cette version ne pouvait cacher ce que les yeux voyaient. Un homme qui avait vieilli d'une décennie en 2 ans. Les adolescents qui reçoivent les décorations d'Hitler dans cette séquence sont des membres des jeunesses hitlériennes qui avaient combattu au front. Selon la documentation du musée de l'Holocauste des États-Unis, ils sont environ 20 à être présents. Le Reichsjugendführer, chef national des jeunesses hitlériennes, Arthur Axmann, apparaît également dans la scène. Axmann, né à Hagen, en Westphalie, le 18 février 1913, avait pris la tête des jeunesses hitlériennes en août 1940, succédant à Baldur von Schirach. En 1941, il s'était porté volontaire pour combattre sur le front de l'Est au sein de la 23e division d'infanterie et avait perdu son bras droit au combat. Il était en ce sens un véritable croyant. Non seulement il dirigeait la militarisation de la jeunesse allemande, mais il l'avait vécu dans sa propre chair. Parmi les jeunes décorés dans le jardin de la chancellerie, il y en a un dont la présence a été particulièrement documentée par les historiens. Il s'agit d'un garçon, connu dans certaines sources sous le nom de Willy Hübner, d'apparence remarquablement jeune, dont la petite taille et les traits presque enfantins
ont fait de lui le symbole de ce que le régime faisait dans ces dernières semaines. Envoyer des enfants au front et les photographier en train de recevoir des médailles des mains d'un dictateur mourant. Les caméras ont immortalisé cette poignée de main. Le ministère de la Propagande a diffusé les images. Les monteurs ont construit autour de ce moment un récit d'espoir et de continuité. Le Führer passe le flambeau à une nouvelle génération. Les héritiers du Reich ont 15 ans et ont détruit des chars soviétiques. L'Allemagne a un avenir. La réalité était tout autre. Depuis le 17 mars 1945, quelques jours à peine avant la diffusion de ce journal télévisé, les élèves âgés de 14 à 16 ans de l'école d'élite Napola d'Oranienstein avaient été envoyés défendre les positions du front occidental. 5 jours plus tard, un instructeur SS est arrivé pour apprendre au reste des élèves à utiliser des lance-grenades anti-chars. La confusion délibérée avec le 20 avril. Il y a un détail technique dans cet épisode qui mérite d'être clarifié car il a été source de confusion historiographique. Le journal télévisé du 22 mars 1945, épisode 755, montre la cérémonie de remise des décorations dans le jardin de la chancellerie. Mais il existe une autre cérémonie similaire, filmée le 20 avril 1945, le 56e anniversaire d'Hitler, dans le même jardin, avec des jeunes des jeunesses hitlériennes, qui a circulé dans les cinémas et les archives pendant des décennies, confondues avec la première. La différence est importante. Celle du 22 mars est le dernier enregistrement d'Hitler diffusé du vivant du régime. Celle du 20 avril n'a jamais circulé sous forme de journal télévisé organisé. Le Reich ne fonctionnait plus à ce niveau. Ce sont 2 cérémonies distinctes, sur le même décor, séparées par un peu plus d'1 mois, qui partagent la même grammaire visuelle. Le dictateur vieillissant, les jeunes gens décorés, le jardin entouré de décombres. Le fait que ces 2 scènes existent, que le régime ait organisé ces événements à quelques semaines d'intervalle, en dit long sur la profondeur du délire institutionnel, ou sur la peur de s'arrêter, peut-être sur les 2. La 4e partie du journal télévisé numéro 755 présente celui que la propagande allemande a décrit comme le premier membre du Volkssturm à recevoir la croix de chevalier de la Croix de Fer. Il s'agit d'Ernst Tiburzi, un homme né le 26 décembre 1911 dans la petite localité de Drosdowen, en Prusse orientale. L'histoire de Tiburzi est vérifiable et, dans son contexte, extraordinaire. Le 10 février 1945, alors qu'il combattait pour la défense de Königsberg, la capitale de la Prusse orientale, Tiburzi commandait le bataillon Volkssturm 25/82. Les troupes soviétiques avaient réussi à pénétrer dans le secteur de son unité. Le bataillon était composé de civils recrutés à la hâte, sans formation militaire régulière, dont beaucoup occupaient des emplois administratifs ou commerciaux avant la guerre. En réponse à la rupture de la ligne, Tiburzi mena une contre-attaque personnelle avec un petit groupe d'hommes. À l'aide de Panzerfaust, il détruisit d'abord 2 chars T-34 soviétiques, puis les poursuivit dans les tranchées à l'aide de grenades à main, délogeant ainsi l'infanterie qui avait accompagné la percée. Quelques jours plus tard, lorsque les Soviétiques lancèrent une nouvelle attaque contre les positions du Volkssturm avec de l'infanterie et des blindés, Tiburzi prit l'initiative de lancer une contre-attaque avec tout son bataillon, détruisant personnellement 3 autres T-34 au corps à corps. Les sources ne s'accordent pas sur le chiffre exact total. Certaines parlent de 5 chars, d'autres de 9. Mais le fait central est documenté. Un commandant civil de la milice populaire, sans formation tactique réglementaire, a stoppé une avancée blindée soviétique au prix d'un risque personnel extrême. La croix de chevalier a été décernée à Tiburzi le 10 février 1945 et il fut l'un des 4 seuls membres du Volkssturm de toute la guerre à recevoir cette décoration. Le 28 février 1945, son nom a été mentionné dans le bulletin de la Wehrmacht, le bulletin de guerre officiel du Reich, ce qui a fait de lui automatiquement une figure publique. Lorsque le journal télévisé 755 le montre en train d'être décoré devant la caméra, il circulait déjà depuis 3 semaines comme symbole de la résistance populaire. Tiburzi a survécu à la guerre. Il est décédé le 14 novembre 2004 à Papenburg. Il avait 92 ans. Avant de parler de Breslau, la ville que le journal télévisé 755 exalte comme le symbole suprême de la résistance allemande, il faut comprendre la doctrine qui l'a transformée en ce qu'elle était, les Festungen, les villes forteresses. À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest tout au long de l'année 1944,
Hitler a commencé à décréter que certaines villes devaient être déclarées forteresses et défendues jusqu'au dernier homme, même si elles étaient complètement encerclées et sans possibilité de renfort. La logique militaire avancée par le Führer était que ces positions obligeraient l'ennemi à laisser des forces de blocus sur place, immobilisant ainsi des divisions qui auraient autrement pu être utilisées pour l'avance. En théorie, chaque ville-forteresse qui résistait derrière les lignes ennemies constituait un obstacle majeur à la logistique soviétique. En pratique, la doctrine des villes-forteresses posait plusieurs problèmes insolubles. Premièrement, l'armée rouge de 1945 disposait des moyens, de l'expérience et de la volonté nécessaires pour encercler une ville et poursuivre son avancée sans avoir besoin de la réduire immédiatement. Deuxièmement, les garnisons encerclées consommaient des ravitaillements qui ne pouvaient leur parvenir que par voie aérienne, avec d'énormes pertes en avions et en matériel. Troisièmement, et c'est le plus déterminant, cette doctrine condamnait les civils pris au piège à partager le sort de la garnison militaire, sans possibilité d'évacuation vers des zones plus sûres. L'ordre de tenir ces villes jusqu'au bout ne venait pas de généraux qui pesaient le pour et le contre des possibilités stratégiques. Il venait directement d'Hitler, et tout commandant qui suggérait la reddition ou la retraite risquait d'être destitué, dégradé ou fusillé. Le général Friedrich Krauss, premier commandant de la Festung Breslau, fut relevé de ses fonctions précisément parce qu'il avait tenté d'évaluer la possibilité d'évacuer la population civile. Il fut remplacé par le général Hans von Alphen, désigné personnellement par le maréchal Ferdinand Schörner, connu sur le front pour la brutalité avec laquelle il appliquait les ordres d'Hitler. En mars, Alphen fut à son tour remplacé par le général Hermann Niehoff, qui allait tenir la ville jusqu'au bout. Breslavia, Breslau en allemand, aujourd'hui la ville polonaise de Wrocław, était la capitale de la Silésie, une ville industrielle et universitaire d'environ 640 000 habitants avant la guerre. Depuis août 1944, Hitler l'avait officiellement déclarée Festung Breslau. Celui qui était chargé de concrétiser cette déclaration était le Gauleiter de Basse-Silésie, Karl Hanke, né à Lauban en 1903, ancien collaborateur de Goebbels au ministère de la Propagande et l'un des rares dirigeants nazis que Goebbels mentionnait dans son journal avec une véritable admiration. Le 3 avril 1945, alors que le siège battait son plein, Goebbels écrivait « Hanke mérite des éloges extraordinaires. C'est le chef de file le plus éminent parmi nos Gauleiter combattants. » Hanke était également, selon le consensus historique, un fanatique. Pendant son mandat à Breslau, plus d'1 millier de personnes furent exécutées sur ses ordres, ce qui lui valut parmi la population le surnom de « bourreau de Breslau ». Lorsqu'en janvier 1945, interrogé sur l'avenir de la ville, il répondit « Les Russes ne la prendront jamais. Je préférerais la brûler. Ce n'était pas de la fanfaronnade. C'était un programme. » Le 19 janvier 1945, alors que l'avant-garde soviétique de la 3e armée blindée du général Rybalko se trouvait déjà à moins de 80 km, Hanke donna l'ordre d'évacuer la population civile. Il était trop tard, criminalement trop tard. La plupart des moyens de transport avaient été détruits par les tirs d'artillerie ou réquisitionnés à des fins militaires. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la ville à pied en plein hiver silésien, avec des températures descendant jusqu'à moins 15 degrés. Les jeunes enfants gelaient dans les bras de leur mère. Les personnes âgées tombaient dans la neige et ne se relevaient plus. Selon les estimations les plus courantes, entre 60 000 et 100 000 personnes ont trouvé la mort lors de cette évacuation improvisée, écrasées par la foule dans les gares, gelées sur les routes ou écrasées par les véhicules militaires qui ne s'arrêtèrent pas. Le 13 février 1945, la 6e armée du premier front ukrainien, sous le commandement du maréchal Ivan Konev, acheva l'encerclement de la ville. À l'intérieur du périmètre se trouvaient environ 80 000 combattants. Un mélange hétéroclite composé de la 609e division d'infanterie nouvellement formée, d'éléments de la 269e division, de 38 bataillons du Volkssturm, d'unités des jeunesses hitlériennes, de la police, de la Luftwaffe au sol et de restes d'autres formations détruites, ainsi que quelques 150 000 civils qui n'avaient pas pu ou voulu partir. Les défenseurs disposaient de 32 batteries d'artillerie équipées d'un assortiment hétéroclite de pièces allemandes et capturées aux Polonais, aux Soviétiques, aux Yougoslaves et aux Italiens.
Ils n'avaient pas de chars, à l'exception d'une compagnie de 15 chasseurs de chars d'assaut. L'armement provenait en grande partie des surplus d'autres fronts et arrivait quand il arrivait. Pour pallier l'absence d'un aérodrome propre, les Soviétiques s'étaient emparés de l'aéroport le 31 mars, les ingénieurs militaires transformèrent la Kaiserstraße, une avenue d'environ 1700 mètres de long au cœur de la ville, en piste d'atterrissage d'urgence. Pour ce faire, il a fallu démolir les bâtiments qui bordaient la chaussée et raser les arbres et les obstacles sur le tracé. Les civils qui travaillaient à cette démolition le faisaient sous le feu soviétique. Selon le témoignage du général Nioff, recueilli des années plus tard, plus de 13 000 personnes ont trouvé la mort pendant les travaux de construction de cette piste, touchée par l'artillerie alors qu'elle déblayait les décombres à la main. C'est depuis cette piste improvisée que des avions du service de santé ont décollé pour évacuer 6 000 des blessés les plus graves vers des positions à l'arrière. Ce que le journal télévisé du 22 mars montre de Breslau, c'est la version de Hanke. Des hommes construisant des barricades, des femmes organisant le soutien logistique, le Volkssturm résistant avec détermination. Il n'y a pas de scène de l'aérodrome érigé sur les morts. Il n'y a pas d'image des caves de l'hôpital universitaire, où les blessés attendaient leur tour pour être opérés sans morphine suffisante, sur des lits de camp en bois dans des salles qui sentaient la gangrène. Il y a de la musique héroïque et des plans de personnes munies de pelles. La résistance de Breslau fut bien réelle, et cela est indéniable. La garnison ne se rendit que le 6 mai 1945, 2 jours après la capitulation de Berlin, faisant de cette ville la dernière grande place forte allemande à capituler sur le front de l'Est. Mais le prix à payer fut catastrophique. Plus de 6 000 soldats allemands tués pendant le siège, ainsi qu'environ 170 000 civils tués entre l'évacuation de janvier et la fin du siège. Les Soviétiques, quant à eux, ont subi environ 60 000 pertes, soit le triple de celles des Allemands, ce qui fait de Breslau l'un des sièges les plus coûteux pour l'armée rouge de toute la guerre. Le Gauleiter Hanke, qui avait promis de ne jamais abandonner la ville, la quitta dans la nuit du 5 au 6 mai à bord d'un petit avion Fissler-Storch qu'il s'était réservé à l'intérieur du bâtiment de la Jahrhunderthalle. Il s'envola pour Prague, rejoignit les restes de la division SS Horst Wessel, fut capturé par des partisans tchèques à Neudorf bei Komoto, déguisés en simples soldats, et mourut le 8 juin 1945 en tentant de s'échapper d'un camp de prisonniers lorsque les gardes ouvrirent le feu. Il n'a jamais su qu'Hitler l'avait nommé, dans son testament politique du 29 avril, successeur de Heinrich Himmler au poste de Reichsführer SS. Pour bien comprendre l'ampleur exacte de ce que le journal télévisé célébrait, il convient de laisser les chiffres parler d'eux-mêmes. Le Volkssturm a été créé le 26 septembre 1944. À la fin de la guerre, il avait mobilisé des centaines de milliers d'hommes. Les estimations varient, mais aucune ne descend en dessous de plusieurs centaines de milliers. Parmi eux, au moins 175 000 sont morts au combat. Un chiffre qui augmente considérablement si l'on inclut ceux qui sont morts en captivité soviétique dans les mois qui ont suivi, car l'armée rouge n'était pas vraiment tenue de traiter les Volkssturmänner selon les mêmes protocoles que les soldats réguliers de la Wehrmacht. La plupart de ces hommes n'avaient pas de véritable formation militaire. Beaucoup n'avaient pas d'armes. Certains reçurent un Panzerfaust et on leur dit que cela suffisait. Ceux qui se demandaient à haute voix quel sens tout cela avait risqué d'être dénoncé. Ceux qui tentaient de déserter ou de se rendre se retrouvèrent face au peloton d'exécution de la SS. À Stuttgart, la ville qui en octobre 1944 s'est réveillée recouverte d'affiches rouges annonçant la création du Volkssturm, la réaction populaire fut sans équivoque. C'est aussi un avis d'exécution, rapportaient les citoyens, plus précisément l'exécution du peuple allemand. À Seebrugg, la famille de l'écrivain et critique Friedrich Reck-Malletscheven fut convoquée pour s'enrôler parce qu'il s'était vanté pendant des années d'avoir eu une brillante carrière militaire qui, en réalité, n'avait jamais existé. Lorsqu'il refusa de se présenter, il fut arrêté. Il mourut du typhus au camp de concentration de Dachau le 16 février 1945, 2 mois avant la fin de la guerre. Le journal télévisé présentait cette réalité sous un jour héroïque. Le peuple se soulevait, le peuple prenait les armes, le peuple défendait ses familles de ses propres mains. Ce que le journal télévisé ne pouvait pas dire, c'est que ce peuple savait depuis des mois que la guerre était perdue et que, dans de nombreux cas,
La seule raison de continuer à se battre n'était pas la conviction, mais la peur des SS, la peur des délateurs du parti, la peur de ce qu'on ferait à leur famille s'ils se rendaient. La 5e partie du journal télévisé est consacrée à la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, et à son rôle dans les opérations d'évacuation le long de la côte baltique. C'est l'une des rares parties du journal télévisé qui montre ce qui est sans équivoque une tragédie sans phare, l'exode massif des civils allemands face à l'avancée soviétique. En février et mars 1945, les régions de la Baltique orientale, la Prusse orientale, la Poméranie, certaines parties de la Silésie étaient balayées par l'avancée de l'armée rouge à une vitesse qui ne laissait pas le temps d'organiser des évacuations ordonnées. Les estimations les plus courantes font état de plus de 8 millions de personnes fuyant vers l'ouest au cours des premiers mois de 1945. Un demi-million de réfugiés étaient bloqués dans les environs de Danzig. 200 000 autres se trouvaient dans le petit port de Pillau. Les routes étaient coupées ou sous le feu ennemi. Les chemins de fer fonctionnaient par intermittence. La mer était la seule issue. Et c'est la Kriegsmarine qui maintenait cette issue ouverte. L'évacuation par la mer de la Baltique orientale, connue historiquement sous le nom d'opération Hannibal, fut en termes d'ampleur l'une des plus grandes évacuations maritimes de toute la Seconde Guerre mondiale. Les navires partaient à pleine charge, naviguant sous la menace constante des sous-marins soviétiques et de l'aviation alliée dans des eaux glacées, de nuit lorsque cela était possible. Le journal télévisé montre des images de navires avec des civils à bord, de marins aidant des personnes âgées et des enfants à monter sur le pont de ports en activité. Il ne montre pas le Wilhelm Gustloff. Le 30 janvier 1945, le paquebot Wilhelm Gustloff, un navire de l'organisation de loisirs nazi Kraft Durchfreude, la force par la joie, de 25 000 tonnes, a quitté le port de Gdynia chargé à des limites que personne n'aurait pu autoriser dans des conditions normales. Les passagers, militaires et civils confondus, étaient au nombre d'environ 6 600. La capacité officielle du navire était de 1 500 personnes. À 21h15 ce soir-là, le sous-marin soviétique S-13, commandé par le capitaine Alexandre Marinesko, lança 3 torpilles contre la coque du Gustloff. Le navire coula en moins d'1 heure. La mer Baltique affichait des températures inférieures à 0. Environ 5 300 personnes périrent. Ce fut le naufrage ayant fait le plus grand nombre de victimes de toute l'histoire navale. Le régime nazi a gardé le naufrage secret pendant des semaines. Ce n'était pas une nouvelle que l'on pouvait relater au journal télévisé. Il n'y avait aucun moyen de la présenter comme une victoire, ni comme un acte d'héroïsme, ni comme un acte de résistance. C'était une catastrophe sans aucun artifice possible. Lorsque le journal télévisé du 22 mars salue le travail de la Kriegsmarine en mer Baltique, il le fait sur fond de ce silence. Les navires que l'on voit naviguer sont remplis de survivants d'une évacuation qui avait elle aussi son lot de drames, de naufrages et d'erreurs. La Kriegsmarine a mené une opération d'évacuation véritablement extraordinaire dans des conditions extrêmes et a sauvé des centaines de milliers de vies. Cela aussi est vrai. Mais la version du journal télévisé était incomplète, d'une manière que les téléspectateurs de 1945 n'étaient pas en mesure de vérifier. La partie du journal télévisé consacrée à la Kriegsmarine mentionne également la Kurlande, le saillant de Lettonie que l'on écrit Kurland en allemand, où 2 armées complètes de la Wehrmacht étaient restées isolées depuis fin 1944. Le reportage les présente comme des héros qui continuent de résister sur cette position et la marine comme la ligne de vie qui les approvisionne. La réalité de la Kurlande en mars 1945 était la suivante. Le groupe d'armée Kurland, composé principalement des restes du groupe d'armée Nord, avait été coupé du reste des forces allemandes en octobre 1944, lorsque l'armée rouge avait atteint la Baltique au sud de l'Ancoche. Depuis lors, les soviétiques avaient lancé 6 offensives majeures pour tenter d'éliminer la poche. Les 6 avaient été repoussés. L'Oberkommando de la Wehrmacht avait longuement débattu pour savoir s'il était judicieux de maintenir ses forces en Kurland, immobilisées, consommant des ravitaillements qu'il fallait acheminer par voie maritime, ou de les évacuer pour renforcer la défense du Reich lui-même. Hitler refusa systématiquement l'évacuation. Les soldats de Kurland restèrent sur place, combattant, mourant, attendant des ordres qui ne vinrent jamais. Lorsque la guerre prit fin en mai 1945,
La Courlande était l'un des rares territoires à ne pas avoir été conquis par l'armée rouge. La garnison allemande se rendit le 8 mai. Ce fut un record de résistance sans aucune valeur stratégique. Le journal télévisé le présente comme un exemple de détermination inébranlable. Techniquement, c'était le cas. Mais c'était aussi l'exemple le plus précis de la doctrine du régime dans sa phase finale. Résister sans objectif, sans stratégie, sans espoir réaliste de victoire, simplement parce que se rendre était interdit. Jusqu'à ce moment de l'épisode 755, la Deutsche Wochenschau avait suivi une logique reconnaissable. Elle avait présenté des héros, des armes, la résistance, l'évacuation. Elle avait construit, à partir des éléments du désastre, un récit de contrôle et de détermination. C'était de la propagande classique, exécutée avec la maîtrise technique qui caractérisait la machine de Goebbels même dans ses heures les plus désespérées. Dans la 6e partie, quelque chose change. Le journal télévisé fait ce que Goebbels se demandait depuis des mois s'il était possible de faire. Montrer sans phare ce que l'armée rouge faisait subir aux civils allemands dans les territoires qu'elle occupait. C'est le moment du journal télévisé où la propagande abandonne la stratégie de l'optimisme et adopte celle de la terreur. Ce n'était pas la première fois que le régime tentait d'utiliser les atrocités soviétiques pour attiser la résistance. En octobre 1944, lorsque l'armée rouge pénétra brièvement dans la petite localité de Nemmersdorf, en Prusse orientale, avant d'être repoussés par la Wehrmacht, les soldats allemands découvrirent des scènes d'une violence extrême, des civils massacrés, des femmes violées et assassinées. Goebbels ordonna de photographier ces scènes de manière exhaustive et de les diffuser dans toute l'Allemagne. L'effet ne fut pas exactement celui escompté. Un rapport du service de sécurité de la SS, daté du 6 novembre 1944, indiquait que les images de Nemmersdorf avaient souvent produit l'effet inverse de celui recherché, car la réaction d'une grande partie de la population n'était pas la détermination, mais un sentiment de culpabilité. Que cherche à faire le pouvoir en publiant de telles images ? Demandait un citoyen cité dans le rapport. Il devrait se rendre compte que la vue de ces victimes rappellera à toute personne sensée les atrocités que nous avons commises en territoire ennemi, y compris en Allemagne même. En mars 1945, cependant, ce débat interne n'avait plus d'importance. L'armée rouge était sur l'Oder. Il n'y avait plus de place pour les nuances. Le journal télévisé 755 consacre du temps à interviewer des femmes allemandes qui s'étaient trouvées dans les territoires occupés par les soviétiques et avaient réussi à s'échapper ou à être évacuées. Leurs témoignages, ou ce que le montage a présenté comme leurs témoignages, sont les plus crus jamais diffusés dans la Deutsche Wochenschau. Les femmes déclarent devant la caméra que les soldats soviétiques n'étaient ni des hommes ni des soldats. Le mot juste était des bêtes sauvages. Elles parlent de soldats ivres, de viols systématiques. La voix off, dans une démarche sans précédent pour le journal télévisé, affirme ouvertement que des femmes âgées de 13 à 68 ans sont violées dans les territoires occupés. Les images qui accompagnent ces témoignages sont, d'après les archives de l'époque, particulièrement dures. On y voit des corps d'enfants et de femmes. Ces séquences en noir et blanc, avec la texture granuleuse propre aux films de guerre, transforment ce qui était probablement des photographies fixes en une séquence qui procure au spectateur un sentiment d'immédiateté, d'urgence, de réalité. Ces témoignages étaient-ils exacts ? C'est une question à laquelle l'histoire doit répondre en toute honnêteté. La réponse est « en partie ». L'armée rouge a bel et bien commis des actes d'une extrême brutalité contre la population civile allemande. L'historiographie ultérieure, y compris les travaux d'historiens russes eux-mêmes publiés après la chute de l'Union soviétique, atteste que les viols et les violences sexuelles ont été massifs et systématiques. En Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie, on estime qu'environ 1 400 000 femmes ont été violées. Berlin, lors de sa chute, a connu une vague de violences sexuelles que des estimations ultérieures chiffrent à plus de 100 000 victimes dans la seule capitale. Bon nombre de ces actes s'accompagnaient de tortures, de mutilations et de meurtres. Mais la présentation de cette vérité dans le journal télévisé du 22 mars avait une fonction spécifique qui n'était pas informative. C'était un levier de terreur. Le régime ne montrait pas ces images par compassion pour les victimes. Il les montrait pour que les soldats allemands, qui depuis des mois se rendaient par dizaines de milliers ou abandonnaient leur position,
y réfléchissent à 2 fois avant de lâcher les armes. Pour que les civils qui commençaient à accrocher des draps blancs à leurs fenêtres face à l'avancée américaine comprennent ce qui se passerait si le flanc oriental s'effondrait. Le général Heinz Guderian, chef d'état-major de l'armée, avait déclaré publiquement au cours de ces semaines que la seule chose que l'armée rouge voulait faire en Allemagne était voler, violer et tuer. Goebbels utilisait le même vocabulaire dans ses éditoriaux. Hitler, dans son dernier appel aux troupes du front oriental, le 15 avril 1945, utilisa la peur de l'armée rouge comme argument central. Les hommes âgés et les enfants seront assassinés, les femmes et les jeunes filles seront avilies en prostituées de caserne. Les autres seront déportés en Sibérie. Le journal télévisé du 22 mars a été, en ce sens, la première étape publique de cette stratégie. Ce que les rapports internes du service de sécurité de la SS rapportent sur l'effet de cette stratégie sur l'opinion publique allemande est, d'un point de vue historique, d'une révélation accablante. De nombreux citoyens ont réagi aux images des atrocités soviétiques non pas avec la détermination de combattre, mais avec quelque chose de bien plus complexe, le sentiment que l'Allemagne recevait ce qu'elle méritait. Les Juifs ne feront que nous rendre la monnaie de notre pièce pour les crimes que nous avons commis contre eux, disait une lettre anonyme envoyée à la direction de l'information du ministère de la Propagande en juillet 1944. Quel bonheur que de traverser une ville allemande en flammes, écrivait un soldat soviétique à ses parents en février 1945, et cette phrase, qui circulait dans les récits de prisonniers et de déserteurs, trouvait chez de nombreux Allemands ordinaires une sorte de reconnaissance coupable que la propagande n'avait pas anticipée. Le régime avait passé 12 ans à convaincre ses citoyens que l'Allemagne avait le droit et le devoir de traiter les peuples de l'Est comme elle les traitait. Cela laissait peu de marge morale pour s'indigner lorsque l'Est ripostait. La stratégie de la peur a fonctionné dans certains cas. Il existe des témoignages de soldats qui ont continué à se battre par crainte de ce qui arriverait à leur famille si le front s'effondrait. Mais elle a échoué en tant que projet de mobilisation massive. En mars 1945, la plupart des Allemands qui pouvaient se rendre le faisaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Ceux qui combattaient le faisaient souvent parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative visible, et non parce qu'ils avaient retrouvé la foi en la victoire. Jusqu'à ce stade de l'épisode 755, la Deutsche Wochenschau avait suivi une logique reconnaissable. Elle avait présenté des héros, des armes, la résistance, l'évacuation. Elle avait construit, à partir des éléments du désastre, un récit de maîtrise et de détermination. C'était de la propagande classique, exécutée avec la maîtrise technique qui caractérisait la machine de Goebbels même dans ses heures les plus désespérées. Dans la 6e partie, quelque chose change. Le journal télévisé fait ce que Goebbels se demandait depuis des mois s'il était possible de faire, montrer sans phare ce que l'armée rouge faisait subir aux civils allemands dans les territoires qu'elle occupait. C'est le moment du journal où la propagande abandonne la stratégie de l'optimisme et adopte celle de la terreur. Jusqu'ici, la fonction du journal était d'exalter. À partir de là, sa fonction est de terroriser. Ce n'était pas la première fois que le régime tentait d'utiliser les atrocités soviétiques pour attiser la résistance. En octobre 1944, lorsque l'armée rouge pénétra brièvement dans la petite localité de Nemmersdorf, en Prusse orientale, avant d'être repoussée par la Wehrmacht, les soldats allemands découvrirent des scènes d'une violence extrême. Des civils massacrés, des femmes violées et assassinées, des corps crucifiés aux portes des granges. Goebbels ordonna de photographier ces scènes de manière exhaustive, d'ouvrir l'accès aux journalistes et de diffuser ces images dans toute l'Allemagne. L'effet n'a pas été exactement celui escompté. Un rapport du service de sécurité de la SS daté du 6 novembre 1944 indiquait que les images de Nemmersdorf ont souvent produit l'effet inverse de celui escompté, car la réaction d'une grande partie de la population n'était pas la détermination, mais un sentiment de culpabilité. « Que cherche à faire le pouvoir en publiant de telles images ?» demandait un citoyen cité dans le rapport. Il devrait se rendre compte que la vue de ces victimes rappellera à toute personne sensée les atrocités que nous avons commises en territoire ennemi, y compris en Allemagne même. N'avons-nous pas assassiné des milliers de Juifs ?
Les soldats ne rapportent-ils pas sans cesse qu'en Pologne, les Juifs ont dû creuser leur propre tombe? Les Juifs sont aussi des êtres humains. En mars 1945, cependant, ce débat interne n'avait plus d'importance. L'armée rouge était à l'Oder. Il n'y avait plus de place pour les nuances. La stratégie de la terreur était le seul levier qui restait à Goebbels. Le journal télévisé 755 consacre du temps à interviewer des femmes allemandes qui s'étaient rendues dans les territoires occupés par les soviétiques et avaient réussi à s'échapper ou à être évacuées. Leurs témoignages, ou ce que le montage présentait comme leurs témoignages, sont les plus crus jamais diffusés dans la Deutsche Wochenschau. Les femmes déclarent devant la caméra que les soldats soviétiques n'étaient ni des hommes ni des soldats. Le mot juste était des bêtes sauvages. Elle parle de soldats ivres, d'une cruauté qu'elle décrivait comme systématique et planifiée. La voix off, dans une démarche sans précédent pour ce journal télévisé, affirme ouvertement que des femmes âgées de 13 à 68 ans sont violées dans les territoires occupés. Les images qui accompagnent ces témoignages sont, selon les archives de l'époque, particulièrement dures. Des corps d'enfants et de femmes, présentés comme une preuve visuelle de ce qui attend la population allemande si le front de l'Oder s'effondre. Le général Heinz Guderian, chef d'état-major de l'armée, avait déclaré publiquement au cours de ces mêmes semaines que la seule chose que l'armée rouge voulait faire en Allemagne était voler, violer et tuer. Goebbels reprenait le même vocabulaire dans ses articles hebdomadaires pour le journal Das Reich. Le 25 février 1945, il avait écrit dans ses pages, dans un article diffusé dans les cinémas comme support pour le journal télévisé, que si l'Allemagne capitulait, Staline occuperait immédiatement l'Europe du Sud-Est et un rideau de fer s'abattrait aussitôt sur cet immense territoire. L'une des premières occurrences documentées de cette métaphore que Winston Churchill populariserait quelques mois plus tard. Le message était sans équivoque, aucune capitulation n'est possible. Il n'y a que la résistance ou l'anéantissement. Ces témoignages étaient-ils exacts? C'est une question à laquelle l'histoire doit répondre avec honnêteté et sans simplification dans aucun sens. La réponse est, pour l'essentiel, oui. L'armée rouge a bel et bien commis des actes d'une extrême brutalité contre la population civile allemande, et l'historiographie ultérieure, y compris les travaux d'historiens russes publiés après la chute de l'Union soviétique et ayant eu accès à des archives auparavant inaccessibles, confirme l'ampleur et le caractère systématique de cette violence. Les soldats soviétiques avaient traversé leur propre pays détruit par la Wehrmacht, ils avaient vu leurs villages incendiés, leurs familles assassinées, des millions de compatriotes morts dans des conditions de cruauté délibérée. Lorsqu'ils ont enfin foulé le sol allemand, beaucoup l'ont fait dans le but explicite de rendre l'appareil pour ce qu'ils avaient subi. Il est absolument clair que si nous ne leur faisons pas vraiment peur maintenant, il n'y aura aucun moyen d'éviter une autre guerre à l'avenir, écrivait un officier soviétique en février 1945. Cette phrase résume avec une précision terrifiante la logique de ce qui s'est ensuivi. En Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie, on estime qu'environ 1 400 000 femmes ont été violées au cours des mois qui ont suivi l'avancée soviétique. Les viols s'accompagnaient souvent de tortures, de mutilations et de meurtres. Un jeune officier soviétique qui, avec son unité avancée, tomba sur une colonne de réfugiés allemands, décrira des années plus tard ce qu'il avait vu. Des femmes, des mères et leurs enfants gisent à droite et à gauche du chemin, et devant chacune d'elles se trouve une foule bruyante d'hommes, le pantalon baissé. Les 2 plus grandes cliniques de Berlin estimaient à la fin de la guerre qu'au moins 100 000 femmes avaient été violées dans la capitale pendant la prise de la ville et les semaines qui suivirent. Ce n'était pas un mensonge de la propagande, c'était ce qui se passait, mais la présentation de cette vérité dans le journal télévisé du 22 mars avait une fonction spécifique qui n'était pas informative. C'était un levier de terreur calculé. Le régime ne montrait pas ces images par compassion pour les victimes. Il les montrait pour que les soldats allemands, qui se rendaient par dizaines de milliers depuis des mois, y réfléchissent à 2 fois avant de déposer les armes. Pour que les civils qui commençaient à accrocher des draps blancs à leurs fenêtres face à l'avancée américaine comprennent ce qui se passerait si le flanc oriental s'effondrait. Les victimes de ces atrocités n'étaient pas le sujet du récit, elles en étaient l'instrument. Le paradoxe de la terreur qui n'a pas fonctionné.
Ce que les rapports internes du service de sécurité de la SS rapportent sur l'effet réel de cette stratégie sur l'opinion publique est, d'un point de vue historique, d'une révélation dévastatrice. Une partie du public réagissait comme Goebbels l'espérait, avec colère, avec peur, avec la volonté de se battre. Mais une autre partie, de plus en plus nombreuse selon les rapports de l'appareil de surveillance du régime lui-même, réagissait de manière bien plus complexe, avec le sentiment que l'Allemagne recevait ce qu'elle méritait. Les Juifs ne feront que nous rendre la monnaie de notre pièce pour les crimes que nous avons commis à leur encontre, disait une lettre anonyme envoyée à la direction de l'information du ministère de la Propagande en juillet 1944. Nos hommes de la SS n'ont-ils pas souvent été encore plus cruels envers les Allemands, envers leurs propres compatriotes, que les Russes l'ont été envers les Prussiens de l'Est, demandait un membre du parti de la région de Stuttgart, cité dans un rapport de surveillance de décembre 1944. C'est nous qui avons montré aux autres comment traiter les ennemis politiques. Le régime avait passé 12 ans à convaincre ses citoyens que l'Allemagne avait le droit et le devoir de traiter les peuples de l'Est comme elle les traitait. Cela laissait peu de marge morale pour s'indigner à présent. La stratégie de la peur a fonctionné dans certains cas, mais elle a échoué en tant que projet de mobilisation massive. En mars 1945, la plupart des Allemands qui pouvaient se rendre le faisaient dès qu'ils en avaient de l'occasion. La propagande de la terreur accélérait dans certains cas la fuite vers l'Ouest, loin des Soviétiques et vers les Américains, mais elle ne produisait pas la résistance suicidaire dont le régime avait besoin. Elle produisait de la panique, pas du combat. Goebbels le savait. Ces journaux intimes de ces semaines-là montrent un homme qui continuait à travailler 16 heures par jour parce que c'était la seule chose qu'il savait faire, et non parce qu'il croyait que cela allait changer le résultat. Personne ne croit que nous puissions encore échapper à une catastrophe avec les méthodes et les moyens de faire la guerre qui ont existé jusqu'à présent, reconnaissait le rapport du service de sécurité de la SS lui-même à la fin du mois de mars 1945. La 6e nouvelle du dernier journal télévisé était le cri d'un régime qui n'avait plus d'arguments, seulement la peur comme dernier recours. Exactement un mois après la dernière diffusion de l'épisode 755, le système de distribution des actualités cinématographiques du Reich avait cessé d'exister. Les cinémas étaient détruits ou fermés. Les voies ferrées qui distribuaient les copies étaient coupées ou en flammes. L'infrastructure qui avait produit et distribué 755 éditions en 5 ans avait cessé de fonctionner. Mais Goebbels n'avait pas gardé le silence. Le 21 avril 1945, alors que l'armée rouge avait déjà lancé l'offensive finale sur Berlin et que ses unités d'avant-garde étaient à quelques heures de boucler l'encerclement de la capitale, le ministre allemand de la propagande diffusa à la radio son dernier appel public. Il n'y avait plus de séquences cinématographiques. Il n'y avait plus d'orchestre en fond sonore ni de photos de héros. Seulement la voix de Goebbels sur les ondes s'adressant aux défenseurs de Berlin. Berlin est devenue une ville de première ligne. Défenseurs de Berlin, les yeux de vos mères, de vos épouses et de vos filles sont rivés sur vous. Elles vous ont confié leur vie, leur santé, leur fortune et leur avenir. Vous connaissez désormais votre tâche et je sais que vous l'accomplirez de manière exemplaire. L'heure de vérité a sonné. C'était la même logique qui avait structuré les 12 minutes de l'épisode 755, le devoir familial en remplacement de l'argument stratégique. Les mères, les épouses, les filles. En l'absence de toute raison de continuer à se battre qui est une cohérence militaire ou géopolitique, il restait celle-ci, les yeux des femmes qui t'attendent, qui te regardent, qui dépendent de toi. Tu ne vaincras pas, tu ne survivras pas nécessairement. Mais si tu te rends, tu auras abandonné quelqu'un qui te regardait. Goebbels s'est suicidé le 1er mai 1945 dans le jardin de la chancellerie du Reich, le même jardin où, quelques semaines auparavant, Hitler avait décoré les jeunes des jeunesses hitlériennes pour le journal télévisé. Il avait auparavant ordonné que ses 6 enfants soient empoisonnés. Il avait 54 ans. La dernière apparition publique filmée d'Hitler, que nous avons déjà mentionnée, eut lieu le 20 avril 1945, jour de son 56e anniversaire. De nouveau le jardin de la chancellerie, de nouveau des jeunes des jeunesses hitlériennes.
Arthur Axmann, le Reichsjugendführer qui avait perdu un bras sur le front de l'Est, était présent. Mais cette fois-ci, aucun journal télévisé ne reçut les images. Il n'y avait pas de système de distribution. Il n'y avait pas 3000 copies destinées au cinéma d'un pays qui n'avait plus de cinéma. Les images existent parce que les caméramens ont filmé par instinct, par inertie, parce que c'était ce qu'ils avaient toujours fait. Mais personne ne les a vues à l'écran de son vivant. Le livre de Richard Evans, historien de l'université de Cambridge et l'un des spécialistes les plus rigoureux du Troisième Reich, décrit ainsi ce dont plusieurs personnes présentes se sont souvenues de cette dernière apparition. Hitler est arrivé dans le jardin visiblement affaibli, marchant avec difficulté, les mouvements maladroits, le regard perdu dans le vide. Il s'est arrêté devant les jeunes, a murmuré quelques mots, a donné quelques tapes. Puis il est retourné dans le bunker. La dernière fois que le monde extérieur l'a vu, il ne regardait pas le monde. Il regardait vers l'intérieur, vers cet abîme où il vivait depuis des mois. Le 16 avril 1945, la bataille de Berlin proprement dite a commencé. 2,5 millions de soldats soviétiques, 6250 chars et plus de 7500 avions se sont lancés contre les défenses allemandes sur l'Oder. La ligne de l'Oder, sur laquelle le journal télévisé 755 avait construit une image de résistance victorieuse à peine 3 semaines auparavant, a tenu 4 jours. Le 25 avril, les armées de Zhukov et de Konev bouclèrent l'encerclement autour de Berlin. Le même jour, les troupes américaines et soviétiques se retrouvaient à Torgau, sur les rives de l'Elbe, coupant l'Allemagne en deux. À l'intérieur de Berlin, des unités du Volkssturm, ces hommes de 50 ans et ces adolescents de 15 ans que le journal télévisé avait présentés comme la réserve inépuisable du peuple allemand, occupaient des positions défensives dans les rues, sur les ponts, dans le métro. Les jeunesses hitlériennes défendaient le pont de Pichelsdorf sur la Havel. Les vétérans de la SS mouraient sur les barricades du centre-ville. Arthur Axmann commandait des unités de jeunes qui combattaient sur les hauteurs de Seelow avec une férocité que l'histoire a consignée et que la postérité a contemplée avec un mélange d'horreur et de perplexité. Le 30 avril, Hitler se suicida. Le 2 mai, les combats à Berlin cessèrent officiellement avec la reddition de la garnison de la ville. Ce même jour mourut Egon Agta, le démineur qui avait ouvert le dernier journal télévisé du Troisième Reich. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. Une fois visionné dans son intégralité, l'épisode 755 se révèle être un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie psychologique. Ces 7 sections ne sont pas 7 informations choisies au hasard, ce sont 7 leviers conçus pour agir sur les 7 peurs et les 7 espoirs les plus accessibles du public allemand de mars 1945. La première, Egon Agta et les bombes, agit sur la peur du chaos des bombardements et la transforme en l'image d'un système qui fonctionne, d'une autorité qui protège, d'une compétence technique qui n'a pas capitulé. La deuxième, le Panzerfaust et la mobilisation totale, agit sur le besoin de se sentir utile, de ne pas rester passif face à la menace. Si tout le monde peut combattre, personne n'est une victime. Le front et l'arrière-garde disparaissent. Tout le monde est soldat. C'est terrifiant et, pour un certain type d'esprit formé par 12 ans de doctrine nationale-socialiste, c'est aussi galvanisant. La troisième, Hitler décorant les jeunes, joue sur le besoin de croire que le leadership reste cohérent, que l'homme qui a conduit l'Allemagne jusqu'à ce point est toujours aux commandes, fonctionne toujours, inspire toujours l'autorité, qu'il y a une continuité, que le monde n'est pas devenu complètement fou. La quatrième, Tiburzi et la résistance dans les villes forteresses, joue sur la fierté régionale et l'identité prussienne. Le Volkssturm n'est pas une armée de désespérés, c'est l'incarnation de l'esprit de résistance qui a défini la nation allemande dans ses pires moments historiques. La référence implicite aux guerres de libération de 1813 contre Napoléon était constante dans la propagande de ces mois-là. La cinquième, la Kriegsmarine dans la Baltique, joue sur la culpabilité de celui qui reste tandis que les autres partent. Le message implicite est que même les plus vulnérables, les civils évacués de la Baltique, sont pris en charge, que le régime ne les a pas abandonnés, qu'il existe un plan et un système. L'évacuation fonctionne, tout n'est pas perdu. La sixième, les témoignages sur les atrocités soviétiques, jouent sur la peur la plus primitive, la survie physique, l'intégrité de son propre corps et de ceux de ses proches.
C'est la section la plus crue et aussi la plus malhonnête, non pas parce que les atrocités étaient inventées, beaucoup ne l'étaient pas, mais parce que leur présentation avait pour seul objectif de maintenir le combat actif et non d'informer ou de protéger qui que ce soit. La 7e, le front de l'Oder et le mot d'ordre final, joue sur l'identité du soldat, sur le devoir, sur la honte de ne pas tenir la promesse qu'il s'est implicitement faite en revêtant l'uniforme. Elle ne promet pas la victoire, elle demande seulement de continuer. Cela, dans le vocabulaire de la culture militaire allemande, suffisait à certains hommes. Il y a quelque chose de dérangeant dans l'analyse de l'épisode 755 que l'histoire oblige à ne pas éluder. Tout ce qu'il montrait n'était pas faux. Egon Acta a existé. Il a désamorcé plus d'1 millier de bombes et est mort au combat. Ernst Tiburzi a existé, il a détruit des chars soviétiques et a survécu à la guerre. La résistance de Breslau a été réelle et extraordinaire. La Kriegsmarine a évacué des centaines de milliers de civils dans des conditions impossibles. L'Armée rouge a commis des atrocités documentées. Les soldats allemands sur l'Oder se sont battus avec férocité. La propagande du Troisième Reich dans sa phase finale n'était pas principalement du mensonge, c'était une sélection. C'était l'art de choisir quel fragment de réalité montrer afin que ce fragment construise un monde que les fragments restants, ceux qui étaient omis, enfouis, réduits au silence, auraient détruit s'ils avaient eu leur place à l'écran. Goebbels en était parfaitement conscient. Ses journaux intimes révèlent un homme qui comprenait avec acuité la psychologie de la persuasion collective, qui savait que le mensonge brut était moins efficace que la vérité déformée, que la sélection stratégique du fait réel était plus puissante que l'invention. L'épisode 755 est le produit ultime de cette compréhension. 12 minutes de faits réels assemblés pour construire une réalité qui n'existait pas. Pour bien comprendre l'épisode 755, il faut penser aux hommes et aux femmes qui l'ont vu dans les cinémas encore en activité en mars 1945. Des gens qui sortaient de salles obscures pour se retrouver dans des rues jonchées de décombres, qui rentraient de chez eux dans des maisons sans chauffage, sans eau courante ni électricité, qui attendaient des lettres du front, d'où plus aucune n'arrivait. L'historien Richard Evans relate la réaction d'une jeune Allemande de 15 ans qui, bien qu'elle notât dans son journal tous les désastres militaires de ces semaines-là, écrivait encore « Notre pauvre, pauvre chef, il ne doit plus pouvoir dormir la nuit, et pourtant il a toujours eu à cœur le bien de l'Allemagne. » C'était le genre de foi qui n'était plus rationnel mais émotionnel, qui ne reposait plus sur des arguments, mais sur la nécessité de ne pas s'effondrer complètement. Ces personnes existaient. Elles formaient une minorité croissante. Les rapports du service de sécurité de la SS sont sans équivoque. Le scepticisme était déjà majoritaire, mais elles existaient. Et pour elles, l'épisode 755 de la Deutsche Wochenschau était encore un soutien psychologique, un récit qui leur permettait de tenir un jour de plus. Pour les autres, ceux qui ne croyaient plus, ceux qui espéraient voir arriver les Américains avant les Soviétiques, ceux qui gardaient des draps blancs dans leurs armoires au cas où, le journal télévisé était le bruit de fond d'un monde qui s'effondrait de manière trop bruyante pour être ignoré et trop inévitable pour être arrêté. 12 minutes, 755 épisodes, 5 ans de guerre, 55 millions de morts dans le monde entier. Et à la fin, un slogan sans promesse, « Battez-vous et résistez ». Ce qui était, à bien y réfléchir, la déclaration la plus honnête que cette machine ait produite depuis longtemps. Il n'y avait rien d'autre à dire. Juste demander que cela ne s'arrête pas. Et espérer que quelqu'un, dans un cinéma à moitié détruit d'une Allemagne qui ne reconnaissait plus ses propres rues, écoute.